Et la France, dans tout cela, eh bien, elle n'est que 18e, la France, de l'indice de pays positifs dans le classement 2019. 18e, c'est pas terrible. La politique économique, pourtant, d'un pays ne peut se soustraire à la considération du long terme et des générations futures. Un gouvernement responsable et engagé doit donc éduquer, préparer des infrastructures, créer un consensus démocratique, on l'a vu, solidaire et inclusif pour l'ensemble des citoyens. Alors la France, finalement, a-t-elle les moyens et la volonté de faire mieux pour le plus grand nombre? Les engagements d'un gouvernement sont-ils suffisants ou faut-il finalement une prise de conscience plus globale et une mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un pays? J'invite Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et Jacques Attali, président de Positive Planète et président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive, à venir me rejoindre. Bruno Le Maire, vous avez vu ce classement donc 2019 de l'indice positif. La France n'est qu'au 18e rang, très loin derrière la Norvège. On a entendu l'ambassadrice ouvrir cette session, derrière la Suisse et même derrière la Nouvelle-Zélande, la France. Elle a même perdu une place par rapport à l'année dernière. Peut mieux faire, on a envie de dire. Je vais peut-être dire un mot avant. Allez-y alors, Jacques Attali. D'abord parce que ce serait injuste d'accuser le ministre actuel de cette situation, parce que la France est vogue dans les mauvaises places, aux places moyennes, puisque c'est à peu près au milieu du classement depuis le début. La France a toujours, depuis que nous commençons ce classement, 17, 18, 17, 18, donc c'est pas nouveau. Et si on a fait ce classement, c'est pas pour dénoncer, mais c'est pour créer les conditions de faire mieux. Et donc on a essayé de montrer là les points qui sont problématiques, qui sont ceux de la mobilité sociale, l'investissement d'infrastructures, et surtout de l'éducation, pour essayer de faire mieux, et en particulier de faire en sorte que le budget et l'action publique, soit sur les sujets de l'environnement et sur les sujets de la mobilité sociale, plus actifs. Mais naturellement, le changement du classement ne peut pas être immédiat. Un pays, c'est un paquebot, ça se modifie dans la durée. Et quelle que soit la durée au ministère de M. Le Maire, que je lui souhaite la plus longue possible, dans les décennies à venir, il ne verra pas les fruits de son action, qui prendront beaucoup de temps. La France n'est pas condamnée à rester donc moyenne, c'est ce que vous dites, Jacques Attali, Bruno Le Maire. Non, je partage ce que vient de dire Jacques Attali, et je remercie aussi de son invitation. La place de la France, c'est la première. Et je pense qu'il faut porter cette ambition-là et qu'on ne peut pas se satisfaire d'une place moyenne. Mais si on veut obtenir cette première place, et en tout cas progresser dans ce classement, ce qui est important, il faut traiter les problèmes à la racine. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le président de la République. Je pense que c'est une des raisons fondamentales de l'élection du président de la République. Ne plus traiter les problèmes superficiellement, mais à la racine. Traiter les problèmes d'éducation. Tout ce qui a été fait sur le dédoublement des classes de CP, c'est absolument majeur. Et c'est ce qui va donner des fruits d'ici quelques années. Traiter toujours dans le problème d'éducation l'égalité femmes-hommes. Ce matin, on a présenté avec Marlène Schiappa les premières orientations de notre projet de loi. Je pense que c'est vital de se battre pour l'égalité femmes-hommes. Les femmes font la force de la France. J'en suis intimement convaincu. Et donc il faut lancer cette bataille, obtenir des résultats, faire en sorte que les femmes soient plus visibles et puissent réussir mieux dans notre société. Il y a un deuxième sujet que nous voulons traiter qui est absolument fondamental, c'est la question de l'accès au travail. Comment est-ce que nous en finissons avec un demi-siècle de chômage de masse? Car la France, depuis 1973, est en chômage de masse. C'est une singularité scandaleuse de la France, sur laquelle nous commençons à avoir des résultats, mais c'est long. Et c'est une ligne de force fondamentale de la politique économique que nous menons avec Emmanuel Macron, inciter le plus de Français possible à revenir au travail. Alors derrière, je vous épargne les mesures techniques, mais quand on augmente de 100 € par mois la prime d'activité, ça veut dire que la personne qui reprend un travail, qui va être payée au niveau du SMIC, il va toucher 100 € de plus par mois. C'est une incitation. La défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression de la taxe sur l'intéressement, la suppression de tout prélèvement au niveau du SMIC. Tout ça, c'est des incitations fortes à retourner au travail. Et puis, il y a une troisième grande orientation, on en parlait tout à l'heure avec Jacques Attali, qui me paraît fondamentale, c'est de donner le sens de tout ça. Et le sens que nous voulons donner à ces transformations économiques, c'est d'être la première économie décarbonée en Europe. Nous sommes en train de perdre la bataille du CO2, tous les experts le disent. Eh bien, nous voulons que la France soit exemplaire sur ce sujet et que cette transformation économique que nous portons, cette nouvelle croissance que nous portons, soit au service d'une économie décarbonée. Et qu'on puisse dire aux autres pays européens et aux autres pays de la planète, c'est possible, on peut avoir de la croissance et une économie décarbonée.
Jacques Attali, mais vous parliez justement du long terme. Est-ce que sur un mandat de 5 ans, on peut effectivement agir concrètement? La différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est qu'un homme d'État doit vouloir accepter d'être provisoirement impopulaire. C'est la condition pour faire que son action dure et qu'il ne soit pas lui-même discrédité. Et les peuples, et en particulier le peuple français, le comprennent très bien. Quand ils comprennent que l'impopularité est voulue parce qu'elle a du sens, parce qu'elle s'inscrit dans un projet, qu'elle est sincèrement vécue comme étant dans l'intérêt de la justice sociale et de l'environnement, puisque ce sont les grands sujets d'aujourd'hui, alors les peuples l'acceptent. Et ils peuvent voter, j'en ai vu dans ma vie un certain nombre d'exemples, pour des gens qui vont prendre des mesures provisoirement impopulaires parce qu'ils ont le sentiment que ces gens font des choses conformes à une conception sincère et non pas démagogique ou électorale de l'intérêt général. Et je pense que le peuple français est assez mûr pour ça. Nous n'avons pas besoin de passer par le détour dictatorial pour avoir des mesures de long terme prises par des élus dans notre pays. Mais le peuple peut contester également. Il est dans la rue d'ailleurs dans quelques jours, Bruno Le Maire. Et quand il conteste, comment on fait? On continue à avancer. Le court-termisme, finalement, est-ce que ce n'est pas la loi en politique? Je pense que c'est le contraire, et là je rejoins Jacques Attali, de ce qu'attendent les Français. Les Français veulent au contraire une vision de long terme. Où est-ce que vous nous emmenez? Qu'est-ce que nous pouvons, nous, Français, réaliser? Je suis convaincu que les Français peuvent réaliser de grandes choses et que c'est une grande nation. Et que nous pouvons, dans le domaine économique, montrer que nous serons la première économie décarbonée en Europe, pour reprendre cet exemple-là. Ensuite, il y a des conflits. Il y a une tension en France qu'on perçoit à tout instant, à tout moment. Moi, ma ligne de conduite, elle est simple. Expliquer, respecter, convaincre. Expliquer parce que dans les grandes confusions aujourd'hui de toutes les démocraties occidentales, nos concitoyens ont besoin qu'on leur explique ce que nous voulons faire. Pourquoi est-ce qu'on fait la réforme des retraites? On l'a fait parce que ce système qui a été construit en 1945 ne tient plus aujourd'hui, qu'il repose sur une multiplicité de régimes spéciaux qui n'ont plus leur justification, et qu'il est injuste. Prenez l'exemple d'une personne qui va travailler par épisode au cours du trimestre. S'il n'a pas travaillé 150 heures dans le trimestre et qu'il est payé au niveau du SMIC, il va cotiser pour ses retraites, mais il ne touchera pas 1 centime d'euro de pension de retraite supplémentaire. Vous trouvez ça juste ? Dans un monde où il y a de plus en plus de femmes, par exemple, seules, qui font des petits boulots et qui n'ont pas 150 heures de cotisation par trimestre. Elles ont travaillé, elles ont cotisé, mais parce qu'elles font moins de 150 heures, elles ne vont pas toucher de pension de retraite supplémentaire, c'est injuste. Donc on veut remédier à ça, expliquer, respecter. Il faut respecter chaque Français, y compris ceux qui ont un régime de retraite particulier, y compris ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui d'un régime spécial. Quand vous discutez avec un cheminot qui a 30 ans, que vous discutez avec lui, vous sortez de votre TGV, et puis il est là, à la fenêtre de son TGV, vous discutez avec lui. C'est toujours intéressant, c'est ce que je fais. Il vous explique, écoutez, moi j'ai volé personne, j'ai signé mon contrat, j'ai pris un engagement, et puis j'ai fait un choix qui est d'avoir un métier qui est contraignant en termes d'horaire, mais d'avoir un régime spécial. Moi, c'est au régime spécial que j'en veux, pas aux cheminots. Je pense que le régime spécial aujourd'hui coûte cher à la collectivité, qu'il n'est plus défendable, mais ce n'est pas aux cheminots que j'en veux. Et je pense que nous ferions une erreur politique majeure à stigmatiser qui que ce soit, y compris les bénéficiaires des régimes spéciaux. Ce pourquoi nous nous battons, c'est un régime universel dans lequel il n'y a plus de place pour les régimes spéciaux. Mais nous ne nous battons pas contre ceux qui ont aujourd'hui un régime spécial, nous ne nous battons pas contre les cheminots. Nous nous battons pour un principe, nous ne nous battons pas contre des gens. Il faut respecter chaque Français. Enfin, convaincre, parce que c'est comme ça que vous emportez les gens aujourd'hui en démocratie. Ce n'est pas en leur assénant des vérités, ça ne marche pas. Il faut les convaincre que c'est bon. Il faut les convaincre qu'aujourd'hui, la situation qui fait que les femmes ont des pensions de retraite qui sont très inférieures à celles des hommes, c'est plus possible. Le fait qu'il y ait des régimes par silo, profession par profession, c'est plus possible parce que certaines professions vont disparaître et que des régimes qui sont à l'équilibre aujourd'hui pourront demain être déséquilibrés. Mais c'est là-dessus qu'il faut convaincre.
Quand nous proposons, par exemple, que les femmes puissent avoir, dès le premier enfant, 5% de revalorisation de leur pension, c'est là-dessus qu'il faut convaincre. Quand les enseignants, j'ai été enseignant comme Jacques Attali, nous disent on est inquiet. On est inquiet parce que nous, on a des traitements qui sont modestes et donc on a peur de perdre là-dedans. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que, bien entendu, nous allons devoir revaloriser les traitements des enseignants pour que cette réforme puisse être juste et acceptable par les enseignants. Donc je ne démordrai pas de cette conviction profonde que nous partageons avec le président de la République pour réussir cette grande ambition sur les retraites à laquelle je crois profondément. Il faut expliquer, respecter et convaincre. Jacques Attali. Oui, je partage tout à fait cette méthode. Si nous avons tenté de créer cet indice, c'est qu'en espérant qu'il sera un jour dans les titres des journaux quand il paraît, et que ce classement serve de piqûre de rappel à ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, sans revenir sur ce qu'a dit le ministre à l'instant, j'ajouterais que ce que cet indice montre, c'est qu'en dehors du fait que la France, en termes de décarbonisation de la société, est très en avance sur les autres pays, pour des raisons qu'on connaît bien, mais que notre principal problème, qui joue aussi dans les enjeux dont le ministre vient de parler, c'est la mobilité sociale. Nous sommes en train de reculer massivement sur la mobilité sociale. Bien sûr, la mesure que le ministre a rappelée du dédoublement des classes maternelles est fondamentale, mais elle fera effet dans 15 ans, si elle fait effet. Et pour qu'elle fasse effet, il faut qu'elle soit suivie et accompagnée d'un très grand nombre d'autres mesures. Si les gens n'ont pas confiance dans l'avenir, c'est pas seulement parce que leur situation d'aujourd'hui n'est pas aussi bonne qu'ils pouvaient l'espérer, ils n'ont pas confiance dans l'avenir parce que leur situation dans l'avenir n'est pas aussi bonne qu'ils peuvent l'espérer, parce qu'il n'y a pas de mobilité sociale. Et pire encore, parce que la situation de leurs enfants n'est pas ressentie comme pouvant s'améliorer. Si vous pensez que vos enfants ne pourront pas vivre mieux que vous, vous êtes contre. Et donc le grand enjeu pour moi que révèle l'indice de positivité et la place de la France, c'est qu'il n'y a pas de confiance dans la possibilité d'une mobilité sociale dans la société française. Et si les pays scandinaves, y compris d'ailleurs celui que vous avez cité avec surprise, qui est le pays scandinave du Sud, la Nouvelle-Zélande, sont en avance, c'est parce qu'il y a une confiance dans la mobilité sociale, une légitimité de la possibilité de sortir du milieu dans lequel on est enfermé, qui est à peu près correcte, ce qui n'est moins le cas en France qu'il y a 30 ans, et qui vraiment pose un enjeu crucial à notre société, qui est un enjeu long, parce qu'on ne règle pas ça d'un coup de baguette magique. Mais l'ambassadrice de Norvège parlait de consensus dans son pays, un consensus qu'ils arrivent à obtenir probablement beaucoup plus facilement qu'en France, Bruno Le Maire. Comment peut-être mieux expliquer ce que vous allez faire pour obtenir ce consensus ? Je réinsiste sur la nécessité du respect, de la considération qu'on doit à chacun. Hier, pour vous donner un exemple, j'ai reçu les artisans du BTP, ceux qui bloquent aujourd'hui les raffineries et qui font qu'il y a des pénuries de carburant en France. Alors on peut toujours faire le fier à bras et dire on va dégager tout cela, ces gens-là je ne veux pas en entendre parler, ils ont tort. Ce n'est pas ma méthode. Je les ai reçus longuement, ce n'est pas facile, mais ils ont un point d'inquiétude qui est parfaitement légitime. Ils disent voilà, vous avez, et ça rejoint la bataille pour le climat, supprimé l'avantage fiscal sur le gazole non routier. Donc le gazole non routier va coûter beaucoup plus cher que le gazole agricole. Mais il se trouve qu'il y a des agriculteurs, ils mettent leur gazole agricole dans des engins de chantier et ils vont nous faire concurrence à nous. Et du coup, cette concurrence déloyale va nous tuer. On va disparaître. Donc ils sont angoissés. Je trouve que cette préoccupation est légitime. Donc on a apporté des réponses. On a dit nous allons faire des contrôles plus fréquents, faire la liste des engins de chantier qui ne peuvent pas fonctionner avec du gazole agricole, rétablir de l'équilibre et rétablir une concurrence loyale entre tous les acteurs. Mais je pense que ce qui était le plus important dans cette rencontre, c'est tout simplement qu'on discute ensemble et qu'il y ait de la considération. Je suis, comme je pense n'importe quel responsable politique aujourd'hui, inquiet de ces multiples tensions, de ce climat de tension permanent en France qui ne mène à rien, qui est dangereux et qui mine tous les Français. Et je plaide et je plaiderai sans relâche pour du respect, de la considération, de l'écoute, du dialogue. Alors je vous rassure, j'ai 15 ans de vie politique derrière moi, je sais bien que certains jouent avec ça, et que certains veulent attiser les incendies, et ont un intérêt objectif à avoir du conflit, le rassemblement de toutes les forces d'opposition au président de la République. Je pense que la meilleure réponse à tous ceux qui veulent la convergence des luttes, et en gros la convergence du chaos,
c'est de la sérénité, de la fermeté, de l'écoute, et je le redis, de la considération. À condition de ne pas reculer, du coup. Mais reculer, à chaque fois qu'on ouvre un peu, qu'on modifie une réforme, on dit recul. Croyez-en, ma petite expérience. Il n'y a pas de réforme chimiquement pure. Ça n'existe pas. Ça ne passe pas. Quand vous engagez des transformations profondes, il faut savoir par moment ouvrir le jeu, dire regardez, ça, on y tient absolument et ce n'est pas négociable. Le caractère universel du régime de retraite, c'est-à-dire la disparition des régimes spéciaux, ce n'est pas négociable. C'est le cœur de ce que nous voulons construire. En revanche, est-ce qu'on va commencer à la génération 63 qui part à la retraite dans 5 ans, à la génération 68, à la génération 73, mais comme l'a dit le Premier ministre, ouvrons ça à la discussion. Ça ne va pas entacher la crédibilité de la transformation des retraites que nous voulons porter. Abandonnons cette idée d'une réforme chimiquement pure. Je le dis, ça ne marche jamais. Gardons les principes fondamentaux de ce qu'est une réforme des retraites réussie, c'est-à-dire l'universalité du régime et le fait qu'il soit équilibré financièrement. Ça, c'est ce qui fera le succès de la transformation que nous voulons avec le président de la République. Pour le reste, discutons pour trouver des points d'équilibre. Jacques Attali, peut-être un mot sur l'Europe. Je sais que ça vous tient à cœur. Il y a cette nouvelle Commission européenne, nouvelle présidente, Ursula von der Leyen. Elle a fait du climat sa priorité, donc on peut dire qu'elle met en place des objectifs long terme. Elle propose une réduction des émissions de CO2 dans l'Union européenne à 50% d'ici 2030, voire 55%, et un Green Deal. Vous y croyez? Est-ce que ça fait partie justement de ces objectifs que l'Europe devrait non seulement se mettre comme défi, mais également en remplir, évidemment? Alors moi, je vais vous donner une façon très simple de faire ça, non pas en 2050, mais l'année prochaine. C'est rapide. Oui. Il suffirait de baisser le niveau de vie des Européens de 30%. Ce qui est évidemment absurde. C'est pourquoi il ne faut pas du tout poser la question de savoir si on va être une société verte en 2050. Il faut savoir par quelle nature de mode de vie et de production on va y arriver. Parce que si c'est en baissant le niveau de vie de tous, on a vu ce que ça a donné avec l'affaire des Gilets jaunes. À partir du moment où vous laissez régler un problème écologique en oubliant la dimension sociale, vous n'y arrivez pas. Donc ce qu'il faut, c'est de non pas avoir un objectif isolé, mais d'avoir un projet de société. Et ce que nous appelons l'économie positive, c'est une société qui est positive socialement, écologiquement et démocratiquement, les trois à la fois. Et quand on met en avant un seul objectif, on répond pas au problème. Et d'ailleurs, l'Allemagne le montre bien. Parce que l'Allemagne a mis en avant un objectif antinucléaire qui l'a conduit à devenir une nation la plus polluante d'Europe. Donc c'est une folie. Donc il faut avoir une conception beaucoup plus globale de la façon de régler les problèmes. Il faut un enjeu de long terme, mais ça ne peut pas être simplement un enjeu écologique. Ça ne peut pas être simplement un enjeu écologique. C'est trop facile. Il faut que ce soit un enjeu complet. Bruno Le Maire. C'est tellement difficile de mettre en accord tous ces pays européens. Que pensez-vous justement de cette nouvelle commission? Je terminerai par cette question, ce que je devrais vous laisser ensuite. Je rejoins là encore ce qu'a dit Jacques Attali sur la conciliation de l'objectif économique et de l'objectif social. Je rajouterai un point, c'est qu'on n'y arrivera que collectivement. Collectivement, nous, pays européens. Et de ce point de vue-là, il y a des succès. Regardez la Banque européenne d'investissement. Nous avons décidé de consacrer la moitié des crédits de la Banque européenne d'investissement au financement vert. C'est un magnifique succès. Nous avons décidé que la Banque européenne d'investissement ne financerait plus les énergies fossiles. Est-ce que vous connaissez une seule autre banque publique à travers la planète qui ait abandonné le financement des énergies fossiles? Donc l'Europe est vraiment en tête de ce combat. Et je salue la Banque européenne d'investissement, je salue la présidente de la Commission européenne pour ce combat-là. Maintenant, il y a un autre combat que nous voulons livrer avec le président de la République et sur lequel nous allons mettre toute notre énergie. C'est la taxe carbone aux frontières, qui s'appelle aussi mécanisme d'inclusion carbone, pour ceux qui aiment bien les mots techno. Qu'est-ce que ça veut dire? Le modèle industriel que nous avons construit depuis des années en France est très simple. On réduit nos émissions de carbone en France, donc on a, comme l'a rappelé Jacques Attali, un très bon bilan carbone, c'est aussi lié à l'énergie nucléaire, mais on délocalise massivement toute l'industrie polluante. On est perdant sur tous les tableaux. On est perdant sur les tableaux de l'emploi, on est perdant sur le tableau de la présence industrielle dans les territoires, et puis on est perdant sur le plan climatique, parce que tout le CO2 qu'on ne produit pas en France, on le réimporte de l'étranger avec des produits qui émettent encore plus de CO2. Nous voulons combattre ce modèle industriel, qui est un modèle industriel nocif.
Ce que nous faisons, par exemple, sur les batteries électriques, créer une filière de batteries électriques en Europe, ben, ça correspond à ça. On va créer nos propres batteries. Elles seront plus propres. Elles seront recyclées, contrairement aux batteries asiatiques. Et la construction de batteries électriques en France, en Allemagne ou en Europe, c'est 5 fois moins de CO2 émis par batterie que celles qui sont produites en Chine ou ailleurs. Donc le bilan est très positif. Mais ça ne peut marcher que s'il y a une taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire que si on taxe, et qu'on taxe lourdement, des produits réimportés qui émettent beaucoup de carbone. Donc ça, pour moi, c'est une priorité absolue, parce que si nous voulons avoir une industrie décarbonée en Europe, ça veut dire qu'il faut décarboner notre industrie, mais il faut aussi taxer les produits carbonés qui rentrent sur notre territoire. Une bonne mesure, Jacques Attali? Une condition, mais le ministre ne l'a pas dit, mais ça l'est de soi, hein, que ce soit aux frontières de l'Europe. Pas aux frontières françaises, aux frontières de l'Europe. Oui, c'est une mesure qui a du sens. Ça fait partie de cette logique très importante qui est qu'il faut changer non pas le taux de croissance, mais la nature de la production. Il faut que notre production soit de plus en plus socialement et écologiquement juste. Et pour ça, eh bien, il est évident qu'il faut que l'Europe se dote d'une idéologie qui ne soit pas, je dis ça au ministre dont je sais l'origine politique, qui ne soit pas ultra-libérale. Si la politique de la concurrence reste le next plus ultra de la politique européenne, nous n'aurons pas de politique industrielle et nous n'aurons pas de politique commerciale. Et donc, il faut vraiment maintenant passer à une politique où l'industrie repensée, qui soit une industrie positive, au sens où nous le définissons ici, c'est-à-dire socialement et écologiquement juste, devienne le moteur. Là, on se donne un projet. Moi, je voudrais une Europe positive en 2050. Et dans lequel l'absence de carbone ne soit qu'une dimension parmi beaucoup d'autres. Peut-être que... Allez-y. Non, pas du tout. Je veux juste rassurer Jacques Attali. La sagesse vient avec les années. Et je ne pense pas que la sagesse soit dans l'ultralibéralisme, effectivement. Ah, que je suis heureux d'entendre ça, Bruno. Merci, monsieur. Merci à tous. Merci Bruno Le Maire. Merci Jacques Attali.